Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Alors que l'Amérique compte et recompte les bulletins de vote pour élire son futur président, je vous emmène aujourd'hui dans les Vosges découvrir la plus américaine des brasseries françaises. Saison 3, épisode 10, la brasserie Matrina America à Saint-Dié-des-Vosges, dans les Vosges. À 61 ans, Claude Devin est un jeune brasseur. Après une vie professionnelle dans le design, il crée sa brasserie en 2016 dans le centre-ville de Saint-Dié. Un rêve qu'il cultivait depuis des années. Sa brasserie, il lui a donné le nom latin de Matrina America, la marraine d'Amérique. Un nom bien énigmatique qui ouvre devant nous une grande page d'histoire qui nous replonge en 1507 lorsqu'à Saint-Dié, 5 cartographes dessinèrent la première carte du Nouveau Monde qu'ils baptisèrent Amérique. Ici, on est donc à Saint-Dié-des-Vosges, en plein centre, à côté de l'église Saint-Martin, où historiquement, il y avait déjà eu un petit brasseur, comme il y en avait une dizaine, une quinzaine à l'époque, dans des villes comme Saint-Dié, et aussi une grosse brasserie qui s'était montée à côté. Voilà, une brasserie qui a fermé parce que il y avait des plus grosses brasseries encore qui l'ont coulé. Mais on est sur un lieu où historiquement il y avait déjà de la bière de fabriquer il y a entre 150 et 100 ans. Quoi. Et qu'est-ce qui a fait que les brasseries ont disparu ? Parce qu'il y a eu la modernisation, les grosses brasseries qui avaient le savoir, qui faisaient des bières plus stables et puis beaucoup moins chères. Alors que les pauvres petits brasseurs qui n'avaient pas forcément les connaissances et pas forcément peut-être toujours des bonnes bières, et puis à des coûts supérieurs. Voilà. Est-ce que la proximité avec l'Alsace aussi, où il y a des rouleaux compresseurs de la brasserie, a fait que Non, c'est parce qu'à l'époque, c'était pas l'Alsace. Ici, dans les Vosges, on avait des grosses brasseries, les grosses brasseries de Charmes, de Tantonville, de Vézelise, qui étaient largement de la taille des brasseries alsaciennes. Donc, c'est pas eux qui ont enlevé les petits brasseurs. Non, les petits brasseurs sont partis parce que à l'époque, il y avait un autre engouement. Et puis, comme je dis, nous maintenant, on peut exister à nouveau en tant que petit brasseur parce que on a le matériel qu'il faut, comme les gros. Donc, un inox propre. On a le savoir. On sait ce que c'est que travailler propre, une bactérie. C'est ce qu'il faut pas faire, quoi. Alors qu'il y a des petits brasseurs de 150 ans, ils savaient pas forcément tout ça, quoi. Ils n'avaient pas forcément les moyens. Et toi, Claude, tu as un parcours complètement atypique parce que tu es un jeune brasseur, oui. Puisque ça fait 3 ans que tu as créé ta brasserie. Oui. Un jeune brasseur qui a commencé sa carrière de brasseur à 57 ans. Voilà, bien sûr, mais bon, il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie. Moi, ma formation est au départ les Beaux-Arts de Nancy. Donc, je suis plus designer, créateur que brasseur. Mais j'avais quand même fait une formation de brasseur en 96, il y a 20 ans, à l'IEBM à l'époque. Et j'avais essayé de me lancer. Et je l'ai pas fait pour des raisons familiales où c'était pas le moment, c'était pas le bon moment. Et il y a 5 ans, j'ai dit c'est à nouveau le bon moment. Et là, j'ai le temps, j'ai l'argent, donc je le fais. Donc les enfants avaient grandi, ta famille était posée, installée, et toi, toujours cette envie de... J'ai recommencé à faire des bêtises et à dépenser l'argent que j'avais gagné. Comme je dis, là, je suis par rapport à mon petit volume, par rapport à mon matériel, pour l'instant, entre les 2 épisodes, j'ai gagné de l'argent, et là maintenant, je suis en train de le redépenser. Quoi. Voilà. À bon escient ? On espère. Tu as créé cette brasserie avec un nom complètement inattendu et qui a un vrai sens chargé d'histoire. Ta brasserie, c'est la Matrina America. Alors là, il faut que tu nous racontes. C'est du latin. Oui, Matrina America veut dire marraine d'Amérique en latin, puisque c'est à Saint-Dié en 1507 que le nom America a été décidé en hommage à donc les cartographes qui ont dessiné le Nouveau Monde, la nouvelle carte, et ils ont rendu hommage à Amerigo Vespucci, et le mot America vient d'Amerigo, donc Amerigo, Americus en latin, et en féminin latin, America. Et tout ça a été décidé en 1507, et les Américains nous ont donné le titre de marraine d'Amérique, puisque c'est nous qui leur avons donné leur nom à cette époque-là. Donc c'est à Saint-Dié-des-Vosges qu'on a baptisé un continent Amérique. Voilà, complètement. Et donc toi, pour raccrocher les wagons, c'est le nom que tu as choisi de donner à ta brasserie. Donc on est marraine, mais marraine, j'ai trouvé que le mot était pas très beau, donc on a pris le mot marraine en latin, donc Matrina America. Et c'est un nom hyper local. Il n'y a pas plus local, notre slogan c'est America It's Us, quoi.
Qu'est-ce qui t'a réveillé à 57 ans? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, tiens, cette fois-ci, c'est le bon moment, il faut que je lance ma brasserie? Parce que depuis ma formation de 1996, c'était jamais parti. Quoi. Je veux dire, j'avais toujours envie, et donc j'étais toujours un peu à l'affût, à brasser une fois de temps en temps, à regarder ce qui se fait. Et puis je voyais que ça partait dans tous les sens. Quoi. Ça commençait à exploser, et je me dis, voilà, j'y vais. Quoi. Après, on peut se dire, il est un peu trop tard, mais j'ai jamais trop tard. Ouais. Alors aujourd'hui, à 60 ans, tu travailles seul dans ta brasserie. Ton épouse vient te donner un petit coup de main les jours où il y a un peu plus de travail. Ma salariée, elle est moins bien payée, bien sûr. Et puis voilà, quand il y a besoin d'un coup de main, elle est là pour me seconder. Ça suffit pour faire notre petit volume, qui peut encore progresser, mais voilà, on le laisse progresser. Et à chaque fois qu'on progresse un peu, on essaie de s'organiser pour faire travailler un peu plus, mais vendre plus, mais pas travailler plus. Quel est le paysage brassicole dans la région des Vosges? Il a explosé en 3-4 ans. Là, oui. Avant, il y en avait 3 ou 4. Maintenant, on doit être facilement une quinzaine quoi, en 3 ans. Oui. Même en 2 ans, les 2 dernières années, ça. 2017, 2018, 2019, ça. Comme partout, et on est passé de 600 brasseries à 1600 quoi, en 2 ans. Oui. La concurrence est rude ou chaque brasseur a un peu son territoire, sa zone de chalandise? Non, je pense qu'il n'y a pas de concurrence, tout le monde est collègue, mais c'est sûr que dans l'avenir, il y aura forcément peut-être des tensions qui peuvent se créer, forcément. Il y en a toujours qui se marchent sous les pieds, oui, un jour ou un autre, mais c'est le commerce, c'est la vie de la bière, la vie des brasseries qui va continuer, quoi. Et toi, tu es le seul brasseur dans le centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges, parce que là, on est à côté d'une église, dans une rue passante, on n'est pas en race campagne dans un Algeco, quoi. Je suis le seul brasseur de Saint-Dié même, oui. En plus, on a une grosse chance, ça on n'en avait pas parlé tout à l'heure, d'avoir une eau ici qui est magnifique, c'est l'eau du Combert, donc une eau qui avait servi de cure thermale il y a une centaine d'années aussi, donc qui est sans pesticides, sans nitrates, chargée de bons minéraux, donc et l'eau c'est 90% de la bière. Donc t'as pas besoin de la rectifier, tu l'utilises telle quelle. Vraiment non. Quand on est chanceux sur l'eau, on la garde. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui tu produis à peu près 100 hectos par an. Où est distribuée ta bière? Localement, c'est-à-dire dans les bars, les restaurants, et puis cavistes, grands magasins, et puis vente directe. Voilà, c'est beaucoup de bouche à oreille, mais tout est en vente directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire ni de distributeur. Voilà. Et puis vente en ligne aussi, avec des cartons qui s'en vont un petit peu partout en France, en expédition. Pas des grosses quantités, mais il y a quand même des petits cartons qui partent. Donc on est dans un lieu qui a quand même une histoire. Hein, les murs t'appartiennent à peu près depuis toujours, mais ça a été un bar, ça a été une discothèque. Oui, ça a été un petit bar, hôtel, restaurant, une partie. Ça a été en 1860, une partie était déjà une brasserie avec un brasseur qui fonctionnait avec devant. Donc comme à l'époque, la bière était vendue sur place. Ou dans la rue, au bout de la rue, quoi, je veux dire. Mais voilà, mais il y a un brasseur qui a dû exercer pendant une 50aine d'années, peut-être, et qui a dû arrêter quand la grosse brasserie s'est montée en face. Et après, ça a été resté que du bar sur ce local-là, avec la grosse brasserie qui est restée devant. Après, c'est devenu un petit restaurant. Après, c'est redevenu un bar. Puis c'est terminé en discothèque, où là, ça a fermé. Et donc là, j'ai récupéré mes locaux. Et là, j'ai remis ma brasserie dedans à nouveau. On a remis un petit peu dans l'état original que c'était il y a 150 ans. Ouais. La production de bière derrière et la brasserie restaurant devant. L'auberge, à l'époque, c'était plus une auberge. Maintenant, c'est plus une brasserie-restaurant. Oui, parce qu'en fait, les locaux se prêtent bien à la configuration du lieu. C'est-à-dire que tu as un espace qui te sert de bar, d'accueil et aussi de chambre chaude. Voilà. Oui, c'est ça, des chambres chaudes pour moi, pour les clients. Une cour qui permet de pouvoir stocker quand le camion arrive pour décharger et de ne pas décharger sur le trottoir ou sur la route. Donc voilà, on a un peu de place. C'est pas fait pour faire des milliers d'hectolitres, mais c'est largement pour en faire quelques centaines. Quoi. Et alors là, on est dans la salle de brassage, alors avec tes cuves, avec tes fermenteurs, avec ton embouteilleuse. T'es
t'es bien installé, hein. On n'est pas trop mal installé encore, ça pourrait être pire. Donc à l'étage, on a mis le concasseur, donc un gros concasseur qui fait quasiment 2 tonnes à l'heure, quoi. Donc on concasse minute, par gravité, on tombe dans la salle à brasser, dans la cuve d'empâtage, à bain d'huile, donc avec une régulation automatique de température. Donc une cuisson douce, puisque on n'a pas un gros écart entre entre la température de chauffe et la température du mou à l'intérieur. Et puis après, on a la partie en 3 cuves, donc on repart en cuve filtre, on repart en ébullition toujours dans la même cuve à bain d'huile, et on repart en cuve whirlpool, ou pendant le premier whirlpool, on refait le deuxième brassin, donc une grosse 10 heures, 10-11 heures, on fait les 1000 litres et on remplit les fermenteurs de 1000 litres. C'est quoi l'intérêt de la cuisson à bain d'huile ? D'avoir une cuisson douce, c'est-à-dire de créer le moins de palier dans le palier. C'est-à-dire que quand vous chauffez dans une casserole, c'est forcément, quand vous chauffez au cul de la casserole à 300 degrés, il y a forcément, pendant un instant T, une partie du liquide qui est plus haute que la température que vous demandez, quoi. Là, on est plus homogène, bien sûr. Alors, est-ce que ça joue dans le bon sens, dans le mauvais sens, mais ça permet d'avoir des brassages différents qui vont participer à donner aussi des bières différentes. Je ne vais pas dire que si on chauffe plus fort la vapeur, c'est moins bien, mais on est dans un type de cuisson différent. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant dans la brasserie artisanale, c'est que si un va chauffer directement au cul de la casserole, l'autre va mettre un bain d'huile, l'autre va mettre un bain d'eau, ça marche aussi à l'eau chaude, d'autres vont mettre de la vapeur. Et tout ça, avec toutes les façons différentes, qu'il y a aussi des mâles, des houblons et tout ça, et des différentes eaux, et on aura des façons de travailler tellement différentes qu'on aura tellement de bières différentes. Et en termes d'économie d'énergie, ça joue ou pas ? Là, on est en cuve isolée, donc on n'a pas très peu de déperdition. Mais là, on serait avec un autre type d'énergie. À partir du moment que les cuves d'empâtage soient isolées, on est économique en énergie. Okay, donc on a les 3 cuves là, donc empâtage, cuve filtre et whirlpool. Whirlpool, oui. Et puis après, on part dans les fermenteurs. Donc pour l'instant, j'ai 2 fermenteurs de 1000 litres utiles, 1300 litres. Un qui est isobar, qui permet de faire directement le remplissage des fûts en isobar. Et puis tout le reste part en fermentation bouteille, sur une ligne d'embouteillage automatisée, avec en ligne l'étiqueteuse, marqueur de l'eau, la remplisseuse et la capsuleuse. Voilà. Donc une cadence à peu près de 1000 bouteilles. Donc ça c'est pas mal parce que tu as commencé à la mano. Hein. Oui, c'est quand il faut faire les 3000 bouteilles à la main et qu'il y en a pour 2 jours, et qu'après on ne peut plus rien de la semaine et on a peur de remplir le fermenteur, oui c'est pas mal. Et puis on appelle les copains, puis un jour on tombe sur le répondeur, quoi. Voilà, à peu près ça. Et puis vous dites que comme celle qui est obligée de venir c'est votre épouse, et là je choisis entre l'épouse et l'embouteilleuse, quoi. Le choix est vite fait. Voilà, oui. On prend l'embouteilleuse. Qu'est-ce qu'on a en ce moment dans les fermenteurs ? Les fermenteurs, là, il y en a, sur les 2, il y en a un de vide qu'on a embouteillé la semaine dernière, que je vais remplir, et l'autre qui est ma bière ambrée, qui est dans l'isobar, où on va faire une partie fût, une partie bouteille dans celui-là. Tu brasses à quel rythme ? Toutes les semaines ? Ça dépend. Il y a des fois, je brasse 2 fois dans la semaine. Des fois, après, je ne brasse plus pendant 3 semaines. Des fois, je brasse. Oui, il n'y a pas de rythme. Ouais. C'est en fonction de mon stock, de la place que j'ai, et puis du temps que j'ai. Si je suis parti en vacances, si je suis disponible, si je ne suis pas disponible. Si en hiver, s'il fait trop froid, en été, s'il fait trop chaud, je m'adapte. Voilà. J'essaye de prendre le temps de s'adapter aussi. Et alors tu fais du fût, bien sûr, hein, tu nous l'as dit, mais du fût plastique avec poche. Avec une société française, Ecofast, qui sont dans le Jura, qui font des fûts consignés en plastique, où on change juste la poche à l'intérieur, qui est une poche aluminium, qui permet de pousser en extérieur de la poche et donc de ne pas altérer la bière, et de pouvoir tirer les bières pendant plus longtemps pour ceux qui ont des petits débits. Et puis pour moi, c'est moins lourd à porter, ça cogne moins. Voilà, il n'y a pas besoin de laveuse de fût aussi, ce qui est encore de la place, un investissement. Hein.
Et la durée de vie de la bière est prolongée parce que sur un fût inox, on la garde 15 jours. Oui, elle est prolongée pas dans le temps de garde, c'est-à-dire que grosso modo on peut les garder 8 mois ou 1 an comme dans un fût inox, mais par contre quand il est en Perse, lui, on prolonge de 15 jours. Au lieu de 15 jours dans un fût ou 3 semaines dans un fût inox, on va pouvoir rester pendant 2 ou 3 mois sans problème. Ouais. Tes bières sont resucrées, refermentées en bouteille? Oui, on travaille la fermentation, donc il y a un resucrage, un bon embouteillage. Oui. Sur les matières premières que tu utilises, donc l'eau de Saint-Dié qui est particulièrement bonne. L'eau de Saint-Dié, et je fais un mixte, c'est-à-dire que, comme j'ai raconté tout à l'heure, l'histoire qu'on est marraine d'Amérique, j'ai voulu dès le départ, donc on travaille avec des maltes d'orge français. Par contre, tous les houblons sont exclusivement américains, pour avoir le pendant. Et comme c'est plutôt, quand il y a 400 kg d'orge, il y a 2, 3, 4 kg de houblon, c'est un non-sens de les importer, quoi. Si on avait fait le contraire, ça, écologiquement, ce ne serait pas terrible. Mais voilà. Mais quelque part, ça permet d'avoir un mixte entre l'Amérique et l'histoire qu'on a de Saint-Dié avec l'Amérique. Donc il y a de l'Amérique mélangée avec l'eau du baptême de l'Amérique. Voilà. Alors du coup, comment tu organises tes journées? Parce que oui, il y a des jours où tu brasses, il y a des jours où tu brasses pas, il y a des jours où tu fais de la livraison, Très peu de livraison, je fais la livraison locale, donc quand je vais livrer, ça prend pas trop de temps de transport, parce que je livre localement ou sur l'axe Nancy, et quand le travail, c'est un peu en fonction de mes capacités, c'est-à-dire que quand je fais un brassage où j'ai travaillé 11 heures, le lendemain je vais finir mon nettoyage, mais bon voilà, le lendemain va être plus cool, oui. Alors forcément, quand on a une bière qui s'appelle la Marraine d'Amérique, la question légitime, c'est qu'en pensent les Américains? Eh ben, pour l'instant, j'en sais pas grand-chose. J'ai eu quelques petits retours, mais c'est un peu mon rêve américain, c'est-à-dire que ça sera la prochaine étape, c'est essayer de leur faire découvrir, pourquoi pas faire vendre la bière de Saint-Dié-des-Vosges avec l'eau de Saint-Dié qui est la ville de leur baptême, que cette histoire aille là-bas, qu'ils achètent de la bière. Oui. Enfin, ça peut être c'est un rêve américain, donc l'Amérique c'est compliqué, il n'y a pas que l'Amérique, il n'y a pas que les States, il y a le Brésil, il y a le Mexique et le Canada, donc je pense que sur le continent américain, il y a un réel travail à faire, ouais, qui est à prendre son temps, tranquillement. Ouais. Parce que c'est peu connu finalement que le nom du continent américain a été donné ici à Saint-Dié. C'est très connu dans le milieu de la géographie, mais pour un néophyte, non, c'est pas très connu, même localement. C'est une histoire qui est tellement grosse que finalement les gens pensent que c'est une bêtise, quoi. Et puis c'est une histoire qui était complètement passée à côté, à la trappe, à cause de Christophe Colomb, puisque dans l'esprit des gens, c'est Christophe Colomb. Alors que lui, il a toujours arrivé aux Indes et c'est pas lui l'initiateur du Nouveau Monde, c'est Amerigo Vespucci ou d'autres, parce qu'ils étaient beaucoup à y avoir été, mais bon, celui qu'on a retenu, c'est quand même beaucoup Amerigo Vespucci qui lui avait quand même bien pensé. Ouais, parce que j'imagine que la ville de Saint-Dié, ou en tout cas les gens ici, essayent de faire connaître cette histoire, et c'est par la bière que finalement ça se révèle. Je crois que pour transmettre une belle histoire, il faut lui trouver un vecteur. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la bière, c'est un vecteur magnifique, quoi. Surtout la bière artisanale, ça permet de voyager loin, sans s'appeler, je ne vais pas dire de nom, mais voilà, sans être une multinationale. Puisque des fois des Américains qui s'intéressent à des petits brasseurs français, des Français qui s'intéressent à des petits brasseurs américains. Donc toi, tu as cette ambition de faire connaître cette histoire à travers ta bière. Voilà, c'est une ambition qui prendra du temps, qui va demander plein de travail, pas forcément très lucratif, mais qui peut avoir une belle finalité, pourquoi pas. Ça reste un rêve. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Alors Claude, qu'est-ce que tu nous proposes? Là, je te fais déguster ma bière triple, c'est-à-dire triple plus par rapport au taux d'alcool qui est à 8 degrés. Donc c'est une bière tout en rondeur, une pure malt, donc avec vraiment l'esprit, c'est le goût céréal qui va ressortir en premier, quoi. Voilà. Une bière très maltée. Chacun trouve les arômes. Moi, j'aime pas trop parler des arômes qu'on lui trouve, parce que chacun trouve des arômes complètement différents. Mais on ressent beaucoup la céréale quand même en priorité. Et puis un petit peu, toujours c'est ma marque de fabrique, des houblons américains qui reviennent amener. Il y a une belle tenue de mousse. Voilà, une bonne mousse, oui. Et puis surtout, on a une bière qui reste en goût très équilibré, c'est-à-dire que quand vous allez la boire, on ne sent pas du tout le goût d'alcool, c'est pas l'alcool qui ressort. On goûte? On goûte. Santé.
On est plus un petit peu dans l'esprit triple belge. Et d'ailleurs, tous les gens du Nord et belges que j'ai comme clients, ils m'adorent, quoi. Voilà. Deuxième dégustation. Donc là, c'est la petite sœur de la triple, qui s'appelle Matrina Tolérance, parce que je trouvais que Tolérance était un beau nom, et comme on était déjà marraine de l'Amérique, être marraine de la tolérance, ça pouvait être pas mal aussi. Donc on va retrouver un petit peu tous les saveurs de la triple, avec moins d'effets céréales, et donc forcément les houblons ressortent légèrement plus, donc un petit peu plus d'amertume, mais moins forte en alcool, bien sûr. Et titre à 5 degrés. Donc comme je dis, c'est la petite sœur de la triple. Mais... Pourquoi la tolérance ? Parce que je trouve que c'est un mot qui est plus assez d'actualité par rapport à tout ce qui se passe. Donc il fallait quand même un petit peu leur parler un petit peu de ce mot-là. C'est une bière engagée ? Elle est engagée, oui, un petit peu quand même. Eh bien, disons, on est sur un globe multicolore, donc avec le mot tolérance. Donc après, chacun va pouvoir trouver, au travers de ce logo, un petit peu les causes qu'il a envie de défendre. Voilà. Troisième dégustation. Donc là, c'est la Sunset, la bière ambrée. Sunset, parce que c'est le soleil couchant. Quand on a découvert l'Amérique, c'est du bon côté. Hein, on n'est pas en soleil levant. Et donc, c'est ma première bière qui, elle, a un caractère le plus houblonné, plus d'amertume. Et donc, un petit peu plus, des saveurs un petit peu conifères dedans, une petite pointe de caramel. C'est une ambrée. Ouais. Quatrième dégustation. Oui. Donc là, tu vas déguster une bière noire, une bière dark. Donc là, on est vraiment sur une bière très goûtue. Les 3 premières, on les a bues. Celle-là, on va la manger. Et on est sur une bière très arôme café, réglisse, un petit point de caramel. Et tous ces arômes ressortent uniquement entre les maltes et les houblons. Il y a pas de, même si on sent un gros goût de réglisse, il n'y a pas de réglisse rajoutée. Donc la Matrina America Dark Ale, c'est ta bière noire et c'est un peu celle qui a fait la réputation de ta brasserie. En tout cas, dans le milieu des brasseurs, elle est plutôt prisée. Très appréciée de mes collègues, oui, bien sûr. Et puis surtout, c'est une bonne base pour faire avec une bonne idée pour faire une bonne bière de Noël. C'est-à-dire plutôt que d'acheter des bières de Noël toutes faites, prenez une bière comme ça et puis mettez-y dedans une toute petite goutte de liqueur de pain d'épices pour envoyer les arômes de Noël. Et voilà, ça y est, vous avez une bière de Noël excellente. Tout comme faire une Desperados avec une bonne triple et puis un peu de tequila, quoi. Merci à Claude Devin pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Vous pourrez découvrir la brasserie Matrina America en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Il y a aussi un album photo à découvrir sur le nouveau site bière-actu.fr. Nous en sommes déjà au 10e épisode de cette saison 3 qui en comptera 12. Si vous voulez que l'aventure du Podcapsuleur continue, il est grand temps de le dire. Vous pouvez soutenir le Podcapsuleur en laissant un message sur les réseaux sociaux, en le partageant avec vos amis ou en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Mais soutenir le Podcapsuleur, c'est aussi lui donner les moyens financiers de continuer. Chaque mois, vous êtes plus de 2000 à l'écouter. Si chacun donnait ne serait-ce qu'1 euro par mois, ce serait déjà un énorme coup de pouce. Pour cela, rendez-vous sur la page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description. On se retrouve très vite. D'ici là, rendez-vous sur bière-actu.fr pour suivre l'info de la bière au quotidien. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.